Kodak, la grande entreprise de photographie de l'époque, analysa le cliché et certifia son authenticité, sans pouvoir expliquer comment une telle image était possible. Le 23 mai 1964, Jim Templeton, un pompier passionné de photographie, décida de profiter d'un après-midi ensoleillé pour emmener sa fille Elizabeth en balade près de Solway-Firth, une vaste étendue marécageuse située dans le nord-ouest de l'Angleterre. L'endroit était calme, isolé, parfait pour capturer quelques clichés de sa fillette, qui, vêtue d'une robe blanche, s'amusait à courir dans l'herbe haute. Templeton, équipé de son appareil Kodak, prit plusieurs photos en se concentrant sur sa fille, s'assurant que le cadrage était parfait. Il n'y avait personne aux alentours, hormis quelques vaches paissant tranquillement à l'horizon. Il n'entendit aucun bruit inhabituel, ne remarqua aucune présence étrange. Juste le vent léger qui balayait les herbes et le rire insouciant d'Elizabeth. Quelques jours plus tard, après avoir déposé la pellicule à développer chez un photographe local, il récupéra les tirages avec impatience. Les premières photos étaient exactement comme il s'y attendait, des portraits de sa fille souriante, capturant l'innocence d'un après-midi paisible. Puis, une image attira son regard et le figea. Derrière Elizabeth, légèrement sur sa droite, une silhouette blanche se tenait debout. L'apparition était saisissante. Ce qui semblait être une figure humanoïde se dressait, à moitié floue, vêtue de ce qui ressemblait à une combinaison spatiale. La tête était recouverte d'un casque ou d'une sorte de visière opaque, et les épaules semblaient larges, renforçant l'illusion d'une tenue volumineuse. Pourtant, Templeton était certain qu'il n'y avait absolument personne d'autre ce jour-là. Perturbé, il montra la photo à des proches, puis aux experts locaux. Personne ne pouvait expliquer comment une telle silhouette avait pu apparaître sans que Jim ne l'ait vue sur le moment. Il envoya l'image à Kodak, qui confirma qu'il n'y avait aucune manipulation ni défaut de pellicule. Ce qui était sur cette image était bien réel. Les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire. La photo, surnommée The Solway-Firth Spacement, fit le tour du pays. Des théories commencèrent à émerger. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un simple passant mal cadré et surexposé, mais cette hypothèse ne collait pas avec l'endroit isolé et l'absence totale d'autres visiteurs ce jour-là. Les plus sceptiques avancèrent que c'était une illusion d'optique, un effet de contraste causé par la lumière et un reflet quelconque. Mais alors, pourquoi donnait-elle l'impression d'un être solide, doté d'une posture bien définie? Puis, l'histoire prit une tournure encore plus étrange. Quelques semaines après la médiatisation de l'affaire, Templeton reçut la visite de deux hommes en costume sombre, qui se présentèrent comme des représentants du gouvernement britannique. Ils posèrent de nombreuses questions, semblant particulièrement intéressés par les détails de la prise de vue, à quelle heure elle avait été prise, dans quelles conditions, s'il y avait eu d'autres témoins. Templeton trouva leur comportement étrange. Ils évitaient de donner leur véritable identité et ne révélaient aucune information sur leur mission. À un moment donné, ils lui demandèrent s'il pouvait se rendre sur le site exact où la photo avait été prise. Jim accepta, pensant qu'il s'agissait d'une enquête officielle, mais une fois sur place, les deux hommes échangèrent un regard, semblèrent mécontents du peu d'informations qu'ils obtenaient, puis repartirent sans rien dire. Il apprit plus tard que le même jour, un essai de missile avait été annulé en Australie, sur la base militaire de Woomera, après qu'un groupe de techniciens ait rapporté avoir aperçu deux êtres vêtus de combinaisons blanches rôdant autour du site. Les responsables de la base australienne virent ensuite la photo de Templeton dans les journaux, et, à leur grande stupeur, affirmèrent que la silhouette ressemblait exactement à ce qu'ils avaient observé. Cette coïncidence était troublante. Comment une image capturée dans la campagne anglaise pouvait-elle être liée à un incident situé à plus de 15 000 km de là? Les théories se multiplièrent. Était-ce une forme d'être inconnu, capable d'apparaître à deux endroits en même temps? Un voyageur temporel, une entité extraterrestre, ou un phénomène encore inconnu de la science? Templeton, lui, n'eut jamais d'explication. Il garda toute sa vie cette photo comme une énigme insoluble, témoin d'un moment qui n'aurait jamais dû exister. Et, aujourd'hui encore,
personne n'a réussi à prouver ce que représentait réellement cette silhouette blanche qui se tenait, ce jour-là, derrière sa fille. Lorsqu'elles atterrirent à l'aéroport de Panama City, Chris Kremer et Lisanne Frohn ne se doutaient pas que leur voyage tant attendu allait devenir l'un des plus grands mystères contemporains. Originaires des Pays-Bas, les deux jeunes femmes, âgées de 21 et 22 ans, étaient venues en Amérique centrale pour explorer les paysages tropicaux et travailler dans une école locale. Enthousiastes et pleines d'énergie, elles partageaient régulièrement des photos de leur périple sur les réseaux sociaux, captivées par l'exotisme du pays et l'excitation de l'inconnu. Le 1 avril 2014, elles décidèrent de partir en randonnée sur le sentier du Pianista, une route escarpée qui s'enfonçait dans la jungle panaméenne, réputée pour sa beauté autant que pour son caractère isolé. Elles emportèrent peu de provisions, sans doute persuadées qu'elles seraient revenues avant la tombée de la nuit. Mais elles ne revinrent jamais. Les jours passèrent et l'inquiétude grandit. Lorsqu'elles ne se présentèrent pas à un rendez-vous prévu avec un guide touristique, l'alerte fut donnée. Les autorités panaméennes lancèrent des recherches massives, hélicoptères, chiens pisteurs, volontaires locaux, tout fut mis en œuvre pour retrouver leurs traces. Pourtant, la jungle demeura silencieuse. 2 mois plus tard, un indigène trouva un sac à dos échoué sur une rive, à plusieurs kilomètres du sentier. À l'intérieur, on découvrit leurs effets personnels soigneusement emballés, 2 paires de lunettes de soleil, de l'argent, le passeport de Lisanne, une bouteille d'eau presque vide et surtout, un appareil photo numérique ainsi que 2 téléphones portables. L'analyse des téléphones révéla un détail troublant. Quelques heures après leur départ en randonnée, un premier appel au secours avait été tenté via le 112 et le 911, mais aucun signal n'avait permis d'établir une connexion. Tout au long de la nuit et des jours suivants, d'autres appels furent effectués, toujours sans succès. L'un des téléphones fut éteint après plusieurs jours, tandis que l'autre continua d'être utilisé sporadiquement, comme si l'une d'elles essayait encore d'économiser la batterie. Mais c'est l'appareil photo qui livra les indices les plus glaçants. Les premières photos montraient des paysages idylliques, des selfies souriants, des panoramas où les 2 jeunes femmes semblaient insouciantes. Puis, soudainement, une série de 90 clichés capturés en pleine nuit, entre 1h et 4h du matin, près d'un ravin escarpé. Sur ces images, on distinguait des rochers, des branches brisées, un sac plastique posé sur une pierre. Certaines semblaient avoir été prises presque au hasard, comme si l'appareil était actionné frénétiquement dans l'obscurité. Sur l'un des clichés, un morceau de tissu rouge, ressemblant au short de Chris, était visible accroché à une branche. Une autre photo montrait une main, probablement celle de Lisanne, couverte de ce qui ressemblait à de la boue ou du sang. Pourquoi prendre autant de photos en pleine nuit, dans un endroit aussi reculé? Était-ce un signal de détresse? Un moyen de s'éclairer? Quelque chose ou quelqu'un les avait-il poussés à agir ainsi? Quelques semaines après la découverte du sac, la macabre vérité se dévoila. Un os du pied de Lisanne, encore en partie dans sa chaussure, fut retrouvé sur une rive. Puis des fragments d'os appartenant à Chris furent identifiés non loin de là. Ce qui frappa les enquêteurs, c'était l'état de ces restes, alors que les os de Chris semblaient dépourvus de chair comme si elle avait été exposée aux éléments, ceux de Lisanne paraissaient plus récents, encore partiellement couverts de tissu. Les théories se multiplièrent. Certaines suggéraient qu'elle s'était égarée et était morte de faim et d'épuisement, tentant désespérément de trouver une issue dans cette jungle impitoyable. D'autres pensaient qu'elles avaient peut-être chuté d'un ravin ou s'étaient blessées, incapables de revenir en arrière. Mais il y avait aussi des rumeurs plus sombres. Le Panama, bien que touristique, n'est pas exempt de trafic et d'activités criminelles dans ces régions reculées. Certains avancèrent que les jeunes femmes avaient peut-être croisé la route de quelqu'un qu'elles n'auraient pas dû rencontrer. Si elles avaient simplement été victimes d'un accident, pourquoi l'une de leurs chaussures était-elle restée intacte alors que leurs ossements étaient disséminés sur plusieurs kilomètres? Pourquoi certaines parties de leur corps avaient-elles des traces suspectes d'intervention humaine? Le dossier ne fut jamais refermé. Les familles des 2 jeunes femmes continuèrent de chercher des réponses, mais la jungle, silencieuse et impénétrable, garda ses secrets. Ce qu'elles ont vu cette nuit-là, ce qui les a poussées à déclencher cet appareil photo de manière frénétique,
personne ne le saura jamais. L'année 1919 marquait la fin d'une ère de chaos et de destruction. La Première Guerre mondiale s'était achevée quelques mois plus tôt, laissant derrière elle des millions de morts et d'innombrables histoires de vies brisées. Mais certaines âmes, semble-t-il, ne s'étaient pas encore résignées à quitter ce monde. Ce jour-là, sur une base aérienne britannique, l'escadron RAF Goddard célébrait la fin du conflit en prenant une photo de groupe. Tous les mécaniciens, aviateurs et officiers du régiment se tenaient alignés, le regard tourné vers l'objectif, leurs uniformes impeccables. Le cliché, pris à la lumière naturelle, fut développé peu après. Mais lorsqu'on l'examina de plus près, quelque chose d'anormal apparut. Juste derrière l'un des soldats, dépassant légèrement de son épaule, une silhouette spectrale était clairement visible. Un visage pâle, aux traits bien définis, fixait l'objectif d'un regard vide. Ce n'était ni une ombre ni un reflet. Ce visage était réel. Sauf qu'il ne devait pas être là. Les hommes du régiment reconnurent immédiatement cette expression familière. Il s'agissait de Freddie Jackson, un mécanicien qui travaillait avec eux. Sauf qu'il était mort 2 jours plus tôt dans un accident tragique. Lors d'une manœuvre sur l'aérodrome, Freddie avait été violemment percuté par une hélice d'avion en marche. La mort fut instantanée, et l'enterrement eut lieu la veille de la prise de la photo. Alors comment son visage pouvait-il apparaître aussi nettement parmi ses camarades? Certains tentèrent de trouver une explication rationnelle. Une exposition multiple accidentelle, une simple illusion d'optique, peut-être un autre soldat qui lui ressemblait vaguement. Mais aucun des hommes présents sur la photo ne se souvenait d'avoir vu qui que ce soit se tenir à cet endroit précis au moment de la prise du cliché. D'autres adoptèrent une hypothèse plus troublante. Freddie Jackson avait passé toutes les années de guerre avec ses frères d'armes, partageant les longues nuits glaciales sur le tarmac, réparant les avions sous la menace des bombardements, vivant dans la peur constante des attaques. Il faisait partie de cette unité, et cette unité était sa famille. Était-il simplement venu poser une dernière fois avec eux, ignorant le fait qu'il était déjà passé de l'autre côté? Peut-être que son esprit, désorienté, n'avait pas encore compris que son temps dans ce monde était terminé. L'image resta l'un des clichés paranormaux les plus convaincants jamais capturés. Aucune explication formelle ne fut jamais trouvée. Et aujourd'hui encore, le regard de Freddie Jackson hante cette vieille photo militaire, figée dans le temps, comme un dernier adieu à ceux qu'il aimait. Les ponts sont souvent associés aux disparitions, aux accidents tragiques et aux esprits errants qui semblent hanter ces structures imposantes. Le pont de l'île Roosevelt, situé à Washington, ne fait pas exception. Déjà connu pour ses légendes locales et ses témoignages de phénomènes étranges, il devint le centre d'une attention mondiale après qu'une photo terrifiante fut capturée en 2015. Ce soir-là, un photographe amateur, passionné par les paysages urbains nocturnes, installa son appareil sur un trépied pour capturer l'architecture métallique du pont sous les lumières tamisées de la ville. Il prit plusieurs clichés en exposition longue, capturant la brume qui dérivait lentement sur l'eau sombre du fleuve Potomac. Lorsqu'il examina ces photos plus tard dans la nuit, son cœur s'arrêta net. Sur l'un des clichés, une silhouette blanche et floue était visible sur la structure du pont, perchée sur la rambarde, comme si elle se tenait en équilibre au bord du vide. Le plus troublant était l'intensité de la forme, qui paraissait légèrement transparente mais clairement définie. Un corps frêle, une posture figée, une tête inclinée vers le bas, donnant l'impression que l'entité contemplait les eaux noires en contrebas. Aucun être humain ne se trouvait sur le pont au moment de la prise de vue. Le photographe retourna immédiatement sur place le lendemain, espérant comprendre ce qu'il avait immortalisé. Mais aucune statue, aucun élément de structure, aucun objet ne pouvait expliquer cette forme humanoïde. En partageant l'image sur les réseaux sociaux, des habitants de la région évoquèrent une histoire bien connue des anciens, la légende de la femme du pont de Roosevelt. Selon les témoignages, dans les années 1940, une jeune femme désespérée aurait sauté du pont, engloutie par le fleuve en pleine nuit. Son corps ne fut jamais retrouvé, et depuis,
plusieurs passants et automobilistes racontèrent avoir vu une silhouette apparaître au bord de la structure, toujours à la même heure, juste avant de disparaître brusquement. Certains racontaient avoir entendu un léger sanglot porté par le vent, d'autres affirmaient avoir ressenti une sensation de tristesse oppressante en passant sur le pont après minuit. Les sceptiques analysèrent la photo et suggérèrent qu'il s'agissait d'un effet de lumière, d'une illusion due à la brume ou à un artefact photographique causé par l'exposition longue. Mais personne ne put expliquer pourquoi cette brume adoptait une forme humaine si précise, ni pourquoi elle se trouvait exactement au même endroit que les apparitions rapportées depuis des décennies. Depuis cette nuit de 2015, plusieurs enquêteurs paranormaux ont tenté de capturer d'autres images similaires, espérant confirmer l'existence de l'ombre qui hante le pont de l'île Roosevelt. Mais aucun d'eux ne parvint à obtenir un cliché aussi net que celui du photographe amateur. Peut-être que cette silhouette n'apparaît qu'à ceux qui ne la cherchent pas. Peut-être que certains esprits ne veulent être vus qu'une seule fois, juste assez pour rappeler au monde qu'ils existent encore. En juin 2011, une équipe suédoise d'exploration sous-marine, l'Océan X-Team, parcourait les eaux froides de la mer Baltique à la recherche d'épaves et de trésors engloutis. Ces plongeurs expérimentés, habitués aux fonds marins sombres et silencieux, ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient découvrir. Alors qu'ils scrutaient les profondeurs à l'aide d'un sonar de haute précision, l'écran afficha une forme circulaire massive, reposant à 90 mètres sous la surface. L'anomalie ressemblait à un disque de près de 60 mètres de diamètre, partiellement enfoui dans le sable marin. Intrigués, les plongeurs décidèrent de s'en approcher pour une analyse plus approfondie. Lorsqu'ils descendirent dans l'eau sombre, une sensation étrange s'empara d'eux. Leurs équipements électroniques commencèrent à mal fonctionner, leurs lampes vacillèrent, et leur boussole perdit toute orientation. Certains membres de l'équipage rapportèrent une impression de vertige, comme si l'objet émettait une force invisible. En s'approchant, ils découvrirent que la structure ne ressemblait à rien de naturel. Sa surface était lisse par endroits, rugueuse ailleurs, comme si elle avait été façonnée ou usée par le temps. De longs sillons rectilignes s'étendaient derrière elle, suggérant que l'objet aurait pu glisser sur le fond marin avant de s'arrêter net. Les premières images capturées par les plongeurs étaient fascinantes. Certains comparèrent l'anomalie au Millennium Falcon de Star Wars, avec ses formes symétriques et sa structure en dôme. Mais plus troublant encore, des échantillons de roches prélevés sur place furent analysés en laboratoire. Les scientifiques s'attendaient à des dépôts marins ordinaires, mais ils découvrirent que certains fragments contenaient des éléments métalliques inconnus dans cette région du monde. Les théories se multiplièrent. Un vestige d'une ancienne civilisation perdue ? Certains avancèrent l'idée qu'il pourrait s'agir d'une structure mégalithique préhistorique, engloutie par la montée des eaux il y a des milliers d'années. Un vaisseau extraterrestre écrasé ? Le fait que les instruments électroniques dysfonctionnent autour de l'objet renforça l'hypothèse d'une technologie inconnue, enfouie depuis des siècles sous les eaux glaciales. Un phénomène naturel encore inexpliqué ? D'autres chercheurs affirmèrent qu'il pourrait s'agir d'une formation rocheuse inusuelle, sculptée par l'érosion et les courants marins. Mais aucune explication n'arrivait à justifier sa forme parfaitement circulaire et les traces nettes derrière elle, qui laissaient penser qu'elle avait atterri ou glissé à cet endroit. Malgré l'intérêt mondial pour cette découverte, aucune expédition plus poussée ne fut menée. L'Océan X-Team, par manque de fonds et à cause des interférences magnétiques persistantes, ne put explorer davantage le site. L'anomalie de la mer Baltique demeure donc un mystère intact. Un disque massif, perdu sous l'eau, qui défie toute explication rationnelle. Et peut-être, quelque part sous ces flots glacés, une vérité que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre. Le phare de Saint-Augustine, en Floride, se dresse depuis 1874 au bord de l'Atlantique, battu par les vents et les tempêtes. Haut de 50 mètres, il offre une vue imprenable sur l'océan, mais il est surtout connu pour être l'un des phares les plus hantés des États-Unis. De nombreux visiteurs y ont rapporté des phénomènes étranges, bruit de pas dans l'escalier en colimaçon, murmures dans les pièces vides, silhouettes fugitives observées à la lueur des lanternes.
Mais l'événement qui le rendit célèbre eut lieu en 2008, lorsqu'une équipe de chasseurs de fantômes y effectua une enquête nocturne. Ils installèrent plusieurs caméras dans la tour, espérant capter des anomalies. L'un des appareils était braqué vers l'escalier métallique en colimaçon, un endroit où plusieurs témoins avaient affirmé avoir vu une apparition féminine errer lentement entre les marches. La nuit avançait, l'obscurité engloutissait le phare, et l'équipe scrutait attentivement les écrans. Puis, soudain, une silhouette apparut sur une image. Dans l'escalier, une forme blanche, semi-transparente, semblait se tenir sur l'une des marches du sommet. Sa robe fluide paraissait flotter, et l'on distinguait des bras fins posés sur la rampe, comme si la figure contemplait silencieusement ce qui se trouvait en bas. Puis, en une fraction de seconde, elle disparut. L'équipe, stupéfaite, examina les images à plusieurs reprises. L'apparition était trop nette pour être une simple illusion d'optique, et pourtant, aucun être humain ne se trouvait dans la tour à ce moment précis. Ce cliché relança une vieille légende liée au phare. En 1873, lors de la construction de la tour, un accident tragique s'y produisit. Les filles de l'un des ingénieurs, âgées de 10 et 12 ans, jouaient près de la grue qui servait à hisser les matériaux. Lorsqu'une corde céda, elles furent précipitées dans une citerne d'eau, se noyant avant que quiconque ne puisse leur porter secours. Depuis, les témoignages n'ont cessé de se multiplier. Des gardiens affirment avoir entendu des rires d'enfants flottant dans l'air, des visiteurs racontent qu'ils ont senti une main invisible agripper leurs bras en montant les marches. Certains prétendent avoir vu, dans les reflets des fenêtres du phare, le visage d'une fillette aux cheveux noirs, les yeux emplis de tristesse. L'image prise cette nuit de 2008 reste une preuve troublante que quelque chose rôde encore dans l'ancienne tour. Était-ce l'esprit d'une des filles de l'ingénieur, revenant sur les lieux où elle perdit la vie? Ou bien le phare de Saint-Augustine est-il un portail entre deux mondes, où certains esprits n'ont jamais cessé de monter et descendre l'escalier, attendant quelque chose, ou quelqu'un? Le 20 août 1966, sur une colline surplombant la ville de Niterói, au Brésil, un garçon de 18 ans descendait un sentier escarpé à la recherche de son cerf-volant perdu. Il ne s'attendait pas à découvrir une scène qui allait intriguer les enquêteurs pendant des décennies. Là, au milieu des hautes herbes, deux corps gisaient côte à côte. Deux hommes allongés sur le dos, vêtus de costumes élégants et recouverts de capes imperméables. Mais ce qui frappa le jeune garçon, c'était un détail encore plus étrange. Chacun d'eux portait un masque de plomb sur le visage, comme des protections anti-radiation rudimentaires. Affolé, il courut prévenir la police. Lorsque les enquêteurs arrivèrent sur les lieux, ils constatèrent l'étrangeté de la scène. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de violence apparente. Sur eux, les hommes avaient une boîte contenant 2 serviettes, une bouteille d'eau minérale vide et un carnet rempli de notes codées. Le carnet fut immédiatement examiné. Parmi les inscriptions, une phrase se répétait plusieurs fois. 16h30, être à l'endroit convenu. 18h30, avaler les capsules. Après les faits, protéger le visage avec le masque de plomb. Attendre le signal. L'identité des 2 victimes fut rapidement confirmée. Il s'agissait de Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana, 2 électriciens de la ville de Campos do Goytacazes, situés à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de la découverte. Leur famille affirma qu'ils étaient partis 2 jours plus tôt, affirmant à leurs proches qu'ils allaient acheter du matériel et une voiture d'occasion. Mais ils ne revinrent jamais. L'autopsie fut un nouvel échec. Aucune trace de violence, aucune blessure, aucun poison identifié dans leur organisme. Pourtant, les capsules mentionnées dans leurs notes n'étaient nulle part sur les lieux. Avait-il ingéré quelque chose qui avait laissé aucune trace détectable? Les enquêteurs cherchèrent une explication logique, mais plus ils creusaient, plus le mystère s'épaississait. Leur passé révéla des indices troublants. Manuel et Miguel étaient passionnés par l'ésotérisme, les phénomènes paranormaux et l'existence d'entités venues d'ailleurs. Plusieurs de leurs amis confirmèrent qu'ils appartenaient à un groupe secret intéressé par la communication avec des forces inconnues. Certains racontèrent qu'ils menaient des expériences pour entrer en contact avec des êtres extraterrestres,
convaincu qu'il pouvait capter des messages à travers des ondes magnétiques. Les masques de plomb, selon certaines théories, auraient pu servir à se protéger d'un rayonnement que les deux hommes pensaient imminent. Mais si tel était le cas, quel signal attendait-il exactement? Un témoin affirma plus tard avoir vu une lumière étrange planer au-dessus de la colline la nuit du 17 août, quelques heures avant la probable mort des deux hommes. Un objet brillant, suspendu dans le ciel, disparaissant brutalement après quelques minutes. Ce témoignage renforça l'idée qu'ils avaient cherché à établir un contact avec quelque chose de plus grand qu'eux. Mais d'autres hypothèses surgirent. Certains croyaient à une expérience scientifique qui aurait mal tourné, une tentative d'absorber une substance qui aurait causé une mort indétectable. D'autres pensaient à un rituel initiatique, une mise en scène dont seul eux comprenaient le but. Quoi qu'il en soit, l'enquête ne mena à aucune conclusion claire. Les corps furent enterrés, le dossier fut classé, mais l'histoire resta gravée dans la mémoire collective. Deux hommes retrouvés morts, sans explication, portant des masques en plomb pour se protéger de quelque chose d'invisible. Et personne ne sut jamais ce qu'ils attendaient réellement ce soir-là, seuls, sur cette colline perdue. La maison du 112 Ocean Avenue, à Amityville, semblait paisible au premier abord. Une vaste demeure coloniale aux volets sombres, nichée dans un quartier tranquille de Long Island, avec une pelouse bien entretenue et une façade typique des banlieues américaines. Rien ne laissait présager qu'elle abritait l'une des histoires paranormales les plus célèbres du XX siècle. 3 ans plus tôt, en novembre 1974, une tragédie avait marqué ces murs à jamais. Ronald DeFeo Jr. Âgé de 23 ans, avait assassiné toute sa famille en pleine nuit, abattant ses parents et ses 4 frères et sœurs avec un fusil de chasse pendant leur sommeil. Les enquêteurs furent troublés par un détail inexplicable, malgré le bruit des détonations, aucun des voisins n'avait entendu quoi que ce soit et aucun des membres de la famille ne semblait s'être réveillé ou avoir tenté de fuir. L'année suivante, la maison fut rachetée par George et Kathy Lutz, un couple accompagné de leurs 3 enfants. Ils connaissaient le passé de la demeure, mais l'avaient acquise à un prix défiant toute concurrence. Ils n'y vécurent que 28 jours avant de fuir en pleine nuit, terrorisés par des phénomènes qu'ils n'avaient jamais cru possibles. Des ombres mouvantes, des bruits survenus de nulle part, une atmosphère suffocante qui s'épaississait chaque jour davantage. George affirmait se réveiller systématiquement à 3h15 du matin, l'heure exacte des meurtres. Des objets se déplaçaient seuls, des traces de pas apparaissaient sur le sol sans explication, et une étrange odeur de soufre flottait parfois dans certaines pièces. Mais ce qui les effraya le plus, c'étaient les visions de leur plus jeune fils. L'enfant parlait d'un ami imaginaire qu'il appelait Jody, décrivant une silhouette d'enfant aux yeux lumineux, qu'il observait depuis l'ombre des escaliers. Lorsqu'ils décidèrent de quitter la maison, ils firent appel à une équipe d'enquêteurs paranormaux pour documenter les événements. Parmi eux, Ed et Lorraine Warren, célèbres pour leurs investigations sur les cas de hantise les plus notoires. C'est lors de cette enquête, en 1976, qu'une photo glaçante fut prise. Les enquêteurs avaient installé un appareil photo à déclenchement automatique sur le palier du premier étage. L'appareil était programmé pour capturer des images en l'absence de toute présence humaine, afin de détecter d'éventuelles manifestations invisibles à l'œil nu. Lorsque les clichés furent développés, l'un d'eux fit frissonner tout le monde. Au sommet des escaliers, légèrement en retrait dans l'obscurité, un enfant aux yeux blancs fixes apparaissait, le visage partiellement dissimulé par l'ombre. Il ne ressemblait à aucun des enfants présents ce jour-là. Sa posture semblait presque normale, comme celle d'un garçon qui aurait été surpris en pleine exploration nocturne, et pourtant aucun enfant n'était dans la maison au moment de la prise de vue. Les Warren furent convaincus qu'il s'agissait de l'esprit de John Matthew DeFeo, l'un des enfants assassinés dans son lit lors de la nuit tragique de 1974. La photo devint une preuve iconique du paranormal. Les sceptiques tentèrent de la discréditer, avançant qu'il s'agissait d'une simple illusion d'optique ou d'un enquêteur photographié accidentellement, mais personne ne put apporter d'explication convaincante. L'image resta intrigante, troublante, inexplicable. Le 112 Ocean Avenue changea plusieurs fois de propriétaire au fil des années.
Certains affirmèrent n'avoir jamais ressenti la moindre présence, tandis que d'autres parlèrent d'une atmosphère pesante, d'un silence écrasant, de la sensation d'être observé même en plein jour. Aujourd'hui encore, la maison d'Amityville reste l'une des plus célèbres du folklore américain, et la photo de cet enfant aux yeux lumineux continue de hanter ceux qui osent la regarder trop longtemps. Le Stanley Hotel, niché dans les montagnes du Colorado, est un lieu chargé d'histoire. Construit en 1909, cet établissement au charme victorien inspira Stephen King pour l'écriture de Shining, après qu'il y ait passé une nuit troublante en 1974. Mais au-delà de la fiction, l'hôtel traîne une réputation bien réelle de bâtiment hanté, où d'étranges phénomènes ont été rapportés pendant plus d'un siècle. L'histoire qui nous intéresse se déroule en 2016, lorsqu'un couple de touristes, venus visiter l'endroit, immortalisa par hasard l'une des photos paranormales les plus troublantes jamais prises. Comme beaucoup de visiteurs fascinés par le passé de l'hôtel, Henry YAU, un photographe amateur, prit plusieurs clichés dans les couloirs luxueux du bâtiment, notamment vers le grand escalier central, un endroit réputé pour être le théâtre d'apparitions inexpliquées. Il ne vit rien d'anormal sur le moment. L'hôtel était calme, désert à cette heure-là. Mais plus tard, en regardant ces photos, une silhouette inhabituelle attira son attention. Là, debout en haut des escaliers, une petite fille semblait fixer l'objectif. Elle portait une robe pâle d'un autre temps, avec une posture figée et une expression difficile à discerner dans la pénombre. Pourtant, il était certain qu'aucun enfant ne se trouvait là lorsqu'il avait pris la photo. Le cliché fut analysé et ne montra aucune altération, aucun montage, aucun reflet pouvant expliquer cette apparition. Mais ce n'était pas la première fois qu'une telle présence était signalée à cet endroit précis. Depuis des décennies, des employés et des visiteurs rapportent avoir vu une enfant fantomatique errant dans l'hôtel, montant et descendant les marches silencieusement. Certains l'ont entendu rire doucement dans les couloirs, d'autres ont aperçu une petite silhouette s'enfuir dès qu'ils tentaient de l'approcher. Une hypothèse souvent évoquée est celle d'une fillette nommée Lucy, qui aurait vécu dans l'hôtel ou aux alentours au début du XX siècle. Les légendes racontent qu'elle aurait été abandonnée par ses parents et aurait trouvé refuge dans l'hôtel, où elle se cachait dans les sous-sols avant de succomber au froid. Son esprit, dit-on, n'aurait jamais quitté les lieux. Certains visiteurs affirment qu'ils ont ressenti de petites mains froides leur frôler la peau, comme si une enfant invisible tentait d'attirer leur attention. D'autres pensent que cette entité pourrait être une manifestation plus sombre, une illusion créée par l'hôtel lui-même, un écho du passé qui refuse de disparaître. Quoi qu'il en soit, l'image demeure une énigme. Un cliché capturé au hasard, dans un hôtel réputé hanté, montrant ce qui ressemble à une enfant venue d'un autre temps, toujours présente, piégée entre deux mondes. Il existe des endroits dans le monde où le ciel semble garder ses propres secrets, des lieux où l'inexplicable se manifeste avec une régularité troublante. L'un d'eux est la vallée de Hesdallen, en Norvège, un site devenu célèbre pour l'apparition de lumières étranges qui défient toute explication scientifique. Tout commence dans les années 1980, lorsque les habitants de cette région reculée commencent à signaler d'étranges phénomènes lumineux dans le ciel nocturne. Ces lumières, souvent blanches, jaunes ou rouges, apparaissent sans avertissement, flottant silencieusement au-dessus de la vallée, accélérant à des vitesses fulgurantes ou restant stationnaires pendant plusieurs minutes avant de disparaître soudainement. L'un des premiers clichés crédibles fut capturé en 1981 par un groupe d'observateurs locaux. Sur la photo, une sphère lumineuse est visible, flottant juste au-dessus du sol enneigé, projetant une lueur surnaturelle sur le paysage. Contrairement à une étoile ou un avion, l'objet semblait émettre sa propre lumière, un halo diffus qui donnait l'impression d'une masse solide entourée d'énergie. D'autres photos furent prises au fil des ans, confirmant que ce phénomène n'était ni un simple mirage, ni une anomalie isolée. Face à l'intensification des apparitions, des scientifiques et astronomes décidèrent d'installer une station d'observation permanente dans la vallée en 1998, équipée de caméras infrarouges et de radars. Ce projet, baptisé Hesdallen Automatic Measurement Station, parvint à capturer plusieurs enregistrements troublants. Des lumières sphériques volant à des vitesses impossibles pour un engin humain.
Des objets qui apparaissaient sur le radar mais ne reflétaient pas la lumière, comme s'ils absorbaient les ondes. Des formes changeantes, parfois un simple point lumineux, parfois une structure plus complexe. L'hypothèse d'un phénomène naturel inconnu fut avancée. Certains scientifiques suggérèrent que la vallée de Esdalan pourrait être le théâtre d'un phénomène géophysique rare, impliquant la ionisation de particules atmosphériques. Mais cette explication ne pouvait pas justifier la vitesse et les trajectoires calculées des lumières observées. Les ufologues, eux, étaient convaincus que ces manifestations étaient d'origine extraterrestre. Des témoins affirmaient avoir vu, en plus des lumières, des objets solides de forme triangulaire ou cylindrique, semblant se matérialiser dans le ciel avant de disparaître en une fraction de seconde. D'autres hypothèses plus sombres évoquaient une technologie secrète testée par des gouvernements, voire une faille spatiale, une zone où les lois de la physique seraient différentes, permettant à ces apparitions de surgir d'une autre dimension. Aujourd'hui encore, les lumières de Esdalan continuent d'apparaître, défiant la science et fascinant les observateurs du monde entier. Et quiconque contemple les images prises dans cette vallée sait qu'il y a là quelque chose qui dépasse notre compréhension, quelque chose qui rôde dans le ciel norvégien, observant peut-être l'humanité depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Le RMS Queen Mary, ancien paquebot de luxe devenu navire militaire, repose aujourd'hui à Long Beach, en Californie, reconverti en hôtel flottant et en attraction touristique. Mais derrière son imposante silhouette et son élégance d'antan, il cache une réputation bien plus sombre. Des dizaines de récits de marins, passagers et employés rapportent des phénomènes inexplicables, portes qui claquent seules, ombres mouvantes dans les couloirs, murmures dans des cabines vides, silhouettes translucides croisées par des visiteurs. Certains affirment même avoir été touchés par des mains invisibles. Mais parmi toutes les histoires qui entourent le Queen Mary, l'une d'elles est accompagnée d'une preuve photographique troublante. Tout commence lorsqu'un couple, en visite à bord du navire au début des années 2000, prend des photos souvenirs des longs couloirs du paquebot. L'un d'eux, fasciné par l'atmosphère art déco du lieu, s'arrête pour capturer une vue du corridor de la classe touristique, un endroit réputé pour être l'un des plus hantés du bateau. L'appareil photo crépite, le flash illumine brièvement l'espace, puis tout redevient silencieux. Rien ne semble anormal sur le moment. Mais plus tard, en examinant leurs clichés, une présence inhabituelle attire leur attention. Dans le couloir pourtant vide au moment de la prise de vue, une silhouette apparaît clairement, debout près d'une porte, légèrement floue, presque transparente. La forme semble être celle d'une femme vêtue d'une robe d'époque, immobile, comme si elle fixait l'objectif. L'image est saisissante. Il ne s'agit ni d'un reflet, ni d'un effet de lumière. La silhouette possède des traits humains distincts, mais semble éthérée, comme une empreinte laissée par quelqu'un qui n'appartient plus à ce monde. Les enquêteurs spécialisés en phénomènes paranormaux furent intrigués par cette photo et tentèrent d'en savoir plus sur l'histoire du Queen Mary. Ils découvrirent que le navire fut le théâtre de plusieurs tragédies au fil des ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il servait de transport militaire, des centaines de soldats y trouvèrent la mort, entassés à bord dans des conditions précaires. En 1942, le Queen Mary, alors surnommé le Grey Ghost, percuta accidentellement l'un de ses propres navires d'escorte, le HMS Curaçao, le coupant en deux. Plus de 300 hommes périrent en mer, leurs corps jamais retrouvés. Mais l'une des légendes les plus célèbres concerne une jeune femme en robe blanche, souvent aperçue errant dans la salle de bal du navire. Certains pensent qu'elle fut une passagère décédée sur le bateau lors d'une traversée de l'Atlantique dans les années 1930. D'autres racontent qu'elle aurait été une fiancée qui attendait en vain son mari, mort avant qu'il ne puisse se retrouver à bord. L'image capturée ce jour-là ressemblait étrangement aux descriptions faites par les témoins depuis des décennies. Certains visiteurs racontent encore qu'ils entendent parfois le rire léger d'une femme dans les couloirs du Queen Mary, ou qu'ils aperçoivent, du coin de l'œil, une silhouette blanche disparaître dès qu'ils tentent de se concentrer sur elle. Aujourd'hui encore, la photo demeure l'une des preuves les plus troublantes de l'activité paranormale sur ce paquebot mythique. Le Queen Mary flotte toujours, mais ceux qui l'habitèrent autrefois semblent ne jamais l'avoir quitté.
Le 11 mai 1950, dans la petite ville agricole de Seminville, en Oregon, une journée ordinaire allait se transformer en l'un des cas d'ovnis les plus célèbres de l'histoire. Ce soir-là, Paul et Evelyn Tran, un couple de fermiers, étaient dans leur cour, profitant du crépuscule paisible. Le bétail était calme, l'air était doux, et la journée de travail touchait à sa fin. C'est alors qu'Evelyn aperçut quelque chose d'étrange dans le ciel. Elle plissa les yeux, croyant d'abord à un avion, mais la forme n'avait ni aile, ni hélice, ni queue identifiable. Il s'agissait d'un objet métallique, en forme de disque, flottant silencieusement au-dessus de la ferme, se déplaçant lentement comme s'il observait le sol en contrebas. Le cœur battant, elle appela immédiatement son mari. Paul sortit en trombe, apercevant lui aussi l'engin. Sans réfléchir, il courut chercher son appareil photo Kodak dans la maison. Revenu en courant, il leva l'objectif et captura 2 clichés avant que l'objet ne disparaisse à une vitesse fulgurante, comme aspiré par le ciel lui-même. Le couple, encore sous le choc, fit développer la pellicule et montra les photos à leurs proches. La nouvelle se répandit rapidement dans Seminville. Des voisins rapportèrent qu'ils avaient également vu une lumière étrange cette nuit-là, bien que personne d'autre n'ait eu le temps de la photographier. Quelques jours plus tard, l'histoire atteignit les médias nationaux. Les photos furent publiées dans le journal local, puis dans le magazine Life, qui les propulsa à l'échelle mondiale. Immédiatement, les experts se penchèrent sur ces images. Contrairement à de nombreux faux témoignages, les clichés de Paul Tran semblaient crédibles. Les analyses des négatifs ne révélèrent aucune manipulation, aucun fil suspendu, aucune supercherie évidente. L'armée américaine s'y intéressa aussi. Dans un climat de guerre froide, où les États-Unis observaient le ciel avec méfiance, tout phénomène aérien inconnu était étudié avec sérieux. Le projet Blue Book, programme gouvernemental chargé d'enquêter sur les ovnis, examina les photos et ne parvint pas à prouver qu'il s'agissait d'un canular. Mais alors, qu'avaient vu Paul et Evelyn Tran ce soir-là? Les sceptiques avancèrent plusieurs théories. Certains affirmèrent que l'objet pouvait être un capuchon de lampe suspendu par un fil, mais aucune preuve ne confirma cette hypothèse. D'autres évoquèrent un avion militaire expérimental, bien que l'absence totale de bruit et la rapidité de disparition de l'engin laissaient perplexes. Enfin, il y eut ceux qui pensèrent que les Tran avaient simplement photographié quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, sans chercher à tricher. Mais malgré toutes les analyses, les photos restèrent authentiques et indécryptables. Jusqu'à la fin de leur vie, Paul et Evelyn maintinrent leur version des faits. Ils ne cherchaient ni argent ni célébrité. Ils avaient simplement capturé quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Aujourd'hui encore, les clichés de Seminville restent parmi les images d'ovnis les plus crédibles jamais prises, et l'affaire demeure un mystère jamais résolu. En cette fin du XVIe siècle, le manoir de Combermere Abbey, situé dans le Cheshire, en Angleterre, était une imposante bâtisse au passé chargé. Ancien monastère devenu résidence aristocratique, il était réputé pour ses couloirs silencieux et ses vastes pièces éclairées par la lumière tamisée des chandeliers. L'histoire qui allait le rendre célèbre dans le domaine du paranormal débuta en décembre 1891, peu après la mort de Lord Combermere, un militaire de renom. Décédé des suites d'un accident de calèche, il avait laissé derrière lui une famille endeuillée et un héritage marqué par l'histoire coloniale britannique. Le jour de ses funérailles, toute la maisonnée se rendit à l'église pour assister à la cérémonie. Le manoir, lui, fut laissé totalement vide. C'est alors qu'une photographie singulière fut prise. À l'époque, les temps de pose des appareils étaient longs, nécessitant parfois plusieurs minutes pour capturer une image nette. Ce jour-là, Cybelle Corbett, une photographe amateur proche de la famille, profita du calme du manoir déserté pour prendre un cliché du grand salon, une pièce richement meublée, ornée de tapisseries et de lourds rideaux. La prise de vue dura environ 1 heure avant que l'image ne soit développée. Lorsqu'elle observa le tirage, un frisson lui parcourut l'échine. Dans l'un des fauteuils en cuir sombre, celui où Lord Combermere avait l'habitude de s'asseoir pour lire, une silhouette fantomatique apparaissait distinctement. Les contours étaient flous,
translucide, mais reconnaissable, un homme aux traits usés, vêtu d'une veste d'époque, le bras négligemment posé sur l'accoudoir. Le plus troublant était que l'apparition ressemblait en tout point au défunt Lord Combermere. Mais comment cela était-il possible? Le cliché fut montré à la famille et aux domestiques, qui confirmèrent que personne ne se trouvait dans le manoir au moment de la prise de vue. De plus, la posture de la silhouette correspondait parfaitement à celle du défunt lorsqu'il était en vie, un détail qui frappa particulièrement ceux qui l'avaient connu. Les sceptiques avancèrent plusieurs hypothèses. Certains parlèrent d'une surexposition, d'autres d'un défaut de développement, mais aucune explication ne permit de justifier pourquoi cette figure ressemblait précisément à Lord Combermere et pourquoi elle était assise dans son fauteuil favori le jour même de son enterrement. Ce cliché, devenu l'un des premiers exemples connus de photographie de fantômes, fit rapidement le tour des cercles ésotériques et scientifiques. Il fut analysé à plusieurs reprises au fil des décennies, mais sans révéler d'altération ni de trucage. Dès lors, une rumeur persista dans la région. Lord Combermere n'avait peut-être pas encore accepté son départ, ou bien, dans un dernier geste d'attachement, il était revenu s'asseoir dans son fauteuil une dernière fois, refusant d'abandonner le manoir qu'il avait tant aimé. Aujourd'hui encore, Combermere Abbey reste l'un des lieux hantés les plus célèbres d'Angleterre, et la photo demeure une énigme jamais résolue. Les photographies de famille sont censées capturer des instants de bonheur, des moments figés dans le temps où rire et souvenirs se mêlent. Mais parfois, un simple cliché peut révéler quelque chose qui ne devrait pas être là. L'histoire de la photo des Cooper, prise dans les années 1950 aux États-Unis, en est un exemple terrifiant. Ce soir-là, la famille Cooper venait d'emménager dans une vieille maison du Texas. Après une journée passée à déballer cartons et meubles, ils décidèrent d'immortaliser leur premier dîner dans leur nouvelle demeure. Sur la photo, on voit une mère assise à table, entourée de ses enfants, souriant joyeusement à l'objectif. L'un des aînés se tient debout à ses côtés, tous vêtus de leurs plus beaux habits pour l'occasion. Mais quelque chose d'anormal se trouve dans l'image. Juste à droite du cadre, une silhouette pend au plafond, la tête en bas. Elle semble être un corps humain suspendu dans les airs, les bras ballants, comme si quelqu'un tombait du plafond au moment précis où la photo fut prise. Aucune des personnes présentes dans la pièce n'avait vu quoi que ce soit d'inhabituel. Ce n'est qu'après le développement du cliché que l'horreur leur sauta aux yeux. Le plus troublant était que cette maison n'avait jamais eu d'antécédent de crime ou de suicide documenté. Aucune trappe ni ouverture ne pouvait justifier la présence d'un intrus tombant soudainement au moment exact du déclenchement de l'appareil photo. La photo fut scrutée, analysée, retournée dans tous les sens. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'un défaut de développement ou d'une double exposition accidentelle, mais ces théories furent rapidement écartées, l'ombre de la silhouette semblait bien interagir avec l'éclairage de la pièce, ce qui rendait peu probable une simple anomalie photographique. D'autres suggérèrent une origine plus sinistre. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un fantôme, un écho du passé ayant laissé son empreinte sur ce lieu. Un ancien propriétaire mort dans des circonstances tragiques, peut-être. Ou bien une manifestation d'énergie restée piégée dans la maison. Les théories les plus effrayantes suggéraient que la silhouette représentait quelque chose de malveillant, une présence attachée à la famille Cooper depuis son arrivée dans cette demeure. Les témoins n'évoquèrent aucune autre manifestation paranormale dans la maison après cet événement. Pourtant, la famille fut suffisamment troublée pour ne plus jamais vouloir en parler. Aujourd'hui, cette image continue de circuler sur Internet et reste l'une des photos paranormales les plus troublantes jamais prises. Qui était cette silhouette tombant du plafond? Un simple défaut d'image ou la preuve qu'une présence invisible se trouvait là bien avant la famille Cooper? Personne n'a jamais trouvé la réponse. Les cimetières ont toujours été des lieux propices aux légendes, mais peu d'entre eux possèdent une réputation aussi sinistre que Bachelor's Grove, situé près de Chicago, dans l'Illinois. Abandonné depuis des décennies, ce cimetière en ruine est devenu un lieu d'exploration prisé par les amateurs de paranormal, attirés par les nombreuses histoires de silhouettes fantomatiques, de lumières étranges et d'apparitions inexpliquées.
Mais en 1991, une image fut capturée et devint l'une des preuves paranormales les plus troublantes jamais enregistrées. Ce jour-là, un groupe d'enquêteurs du Ghost Research Society, GRS, se rendit dans le cimetière pour une exploration nocturne. Armés de caméras infrarouges et d'appareils photo haute sensibilité, ils espéraient documenter les phénomènes signalés par des visiteurs au fil des ans. Au cœur de l'enquête, une photographe du groupe, Marie Huff, s'éloigna légèrement pour prendre quelques clichés en pose longue près d'une ancienne tombe abandonnée. L'endroit était calme, seulement baigné par la lumière diffuse du crépuscule. L'objectif de son appareil s'ouvrit, capta l'instant et referma son obturateur en silence. Lorsque les images furent développées, un détail glaçant apparut sur l'un des clichés. Là, assise sur une pierre tombale, une silhouette féminine pâle était clairement visible. Elle portait une robe blanche ancienne, légèrement transparente, et semblait regarder fixement le sol devant elle, comme perdue dans une profonde mélancolie. Sa peau paraissait presque luminescente, et ce qui frappa les enquêteurs était le degré de détail de l'apparition, les plis du tissu, la forme des bras, la posture figée, tout était trop précis pour être une simple illusion d'optique. Pourtant, ce qui rendait la photo encore plus troublante, c'est que personne ne se trouvait à cet endroit lorsque l'image avait été prise. Les membres du groupe confirmèrent que l'endroit était totalement désert au moment du cliché, et que l'image n'avait subi aucune altération ni double exposition. Qui était cette femme? Les archives du cimetière révélèrent que Bachelor's Grove était un lieu où plusieurs corps avaient été enterrés sans registre précis, notamment des vagabonds et des personnes sans famille. Des rumeurs circulaient également sur l'histoire d'une jeune femme enterrée là après avoir perdu son fiancé dans un accident tragique, revenant chaque nuit s'asseoir sur sa tombe, comme si elle attendait encore son retour. Les analyses scientifiques ne purent fournir aucune explication rationnelle. Les photographes professionnels, consultés sur l'image, confirmèrent que l'apparition n'était pas un reflet, ni une anomalie d'éclairage, ni un défaut de développement. L'image était authentique. Depuis cette nuit de 1991, la femme en blanc est devenue une légende du cimetière de Bachelor's Grove. Des visiteurs continuent d'affirmer apercevoir une silhouette errante entre les pierres tombales ou ressentir une présence invisible qui les observe dans l'obscurité. Mais une chose est sûre, la photo de 1991 demeure l'une des images paranormales les plus crédibles de l'histoire, et quiconque la regarde ressent un frisson inexplicable, comme si, d'une certaine manière, elle était toujours là, assise sur cette tombe, attendant encore quelque chose ou quelqu'un. Le matin du 22 novembre 1963, Dallas s'était réveillé sous un soleil éclatant. Dans les rues du centre-ville, une foule s'amassait le long du cortège présidentiel, impatiente d'apercevoir John F. Kennedy et son épouse Jacqueline. Partout, des drapeaux s'agitaient, des mains se tendaient, des visages s'éclairaient d'enthousiasme. C'était un événement rare, une visite du président en pleine campagne de réélection, un moment d'unité dans une époque marquée par les tensions. Les photographes s'étaient postés aux meilleurs endroits, et les caméras de télévision retransmettaient l'événement en direct. Des familles étaient venues avec leurs enfants, certains juchés sur les épaules de leurs parents pour mieux voir la limousine présidentielle qui progressait lentement sur Dealey Plaza. À l'intérieur, Kennedy saluait la foule d'un geste cordial, le sourire éclatant, tandis que Jacqueline, élégante dans son tailleur rose, levait la main de temps à autre. Puis, en une fraction de seconde, tout bascula. Un premier bruit sec retentit, une sorte de claquement brutal, difficile à identifier dans le tumulte ambiant. La voiture continua d'avancer, mais quelque chose venait de changer. Un deuxième coup, plus net cette fois, fit sursauter la foule. Les cris commencèrent à fuser. Puis le troisième coup. Un nuage de sang éclaboussa l'arrière du véhicule. Jacqueline se redressa d'un bond, les yeux agrandis par l'horreur, tentant désespérément d'atteindre l'arrière de la limousine. Le cortège accéléra brusquement. La panique éclata. Certains spectateurs se jetèrent à terre, d'autres coururent dans tous les sens. La confusion était totale, les hurlements se mêlaient au son des sirènes qui, déjà, retentissaient au loin. Des agents de sécurité hurlaient des ordres, des policiers braquaient leurs armes vers les immeubles environnants.
Et pourtant, au milieu de cette cacophonie, une femme restait immobile. Elle se tenait légèrement en retrait, sur le trottoir, près de la pelouse qui bordait Dealey Plaza. Contrairement aux autres témoins, elle ne bougeait pas. Elle ne courait pas, ne se cachait pas, ne semblait même pas réagir au coup de feu. Elle se contentait d'observer la scène, une caméra tenue fermement entre ses mains gantées. Ce détail ne fut remarqué que plus tard, bien après que l'Amérique ait pleuré la perte de son président, bien après que les images aient été examinées sous toutes les coutures. Sur plusieurs photos prises par des témoins et des journalistes, elle apparaissait. Toujours à la même place, le regard dirigé vers la limousine, concentré sur sa caméra. Les enquêteurs tentèrent rapidement d'identifier cette femme. Son enregistrement aurait pu être une pièce cruciale pour comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Elle avait probablement capté des images inédites, peut-être même le moment exact où le coup fatal avait été tiré. Mais personne ne savait qui elle était. Le FBI lança un appel à témoins. Des affiches furent diffusées. On l'appela la femme brune à cause de son long manteau, de son foulard noué sous le menton. Plusieurs personnes furent interrogées, mais aucune ne put l'identifier. Les caméras officielles ne l'avaient pas filmée de face. Aucune photo ne permettait de distinguer ses traits. Pourquoi ne s'était-elle jamais manifestée? Pourquoi n'avait-elle jamais donné son film aux enquêteurs? Si elle était une simple citoyenne, n'aurait-elle pas voulu partager un document aussi précieux? Les spéculations se multiplièrent. Certains avancèrent qu'elle était une espionne, qu'elle avait été placée là pour documenter l'assassinat par une organisation secrète. D'autres pensaient qu'elle était une journaliste, peut-être une touriste, mais alors pourquoi son témoignage ne figurait-il nulle part? Il y eut même des théories plus étranges, une voyageuse temporelle, un agent du gouvernement chargé d'effacer certaines preuves, une survivante anonyme de quelque chose d'encore plus grand que l'assassinat lui-même. Des années plus tard, une femme du nom de Beverly Oliver affirma être la mystérieuse observatrice de Dealey Plaza. Selon son récit, des agents du FBI lui auraient confisqué son film en lui promettant qu'il serait rendu après analyse. Mais aucune preuve ne permit d'attester ces dires, et beaucoup doutèrent de son témoignage. La femme brune resta une ombre parmi les nombreuses énigmes qui entouraient l'assassinat de Kennedy. Elle était là, figée sur ces images historiques, observant un moment qui changea le cours de l'histoire. Un fantôme de chair et de sang, dont l'identité se dissout peu à peu dans l'oubli. Il y a des images qui ne devraient pas exister, des clichés pris au hasard qui révèlent ce que l'œil humain n'a pas vu sur le moment. En 2016, un utilisateur de Reddit, passionné de randonnée, partagea une photo qu'il avait prise quelques semaines plus tôt lors d'un trek dans une forêt dense des Appalaches, aux États-Unis. Loin de toute civilisation, il voulait immortaliser la beauté brute de la nature, l'atmosphère silencieuse et mystérieuse de ces bois anciens où la lumière filtrait à travers les branches. Ce n'est qu'en visionnant ces clichés une fois rentré qu'il remarqua quelque chose d'anormal. Sur l'une des photos, au milieu des arbres, une silhouette floue se tenait debout. C'était une forme humaine, mais quelque chose n'allait pas. La silhouette semblait presque translucide, et ses proportions n'étaient pas tout à fait normales. Le corps était légèrement courbé, les bras plus longs que la normale, et le visage indistinct. Le randonneur, persuadé d'avoir été seul sur ce sentier, retourna vérifier les autres photos prises ce jour-là. Aucune trace de cette figure sur les clichés précédents ou suivants, comme si elle n'avait été là qu'un bref instant. Intrigué et légèrement inquiet, il décida de publier l'image sur Reddit, demandant l'avis des internautes. Les réactions furent immédiates. Certains affirmèrent qu'il s'agissait simplement d'un effet de lumière, d'une illusion créée par les branches et les ombres de la forêt. Mais d'autres notèrent des détails étranges. L'apparition semblait légèrement penchée en avant, comme si elle observait le photographe. Il n'y avait aucun sentier visible derrière elle, ce qui signifiait que si c'était une personne réelle, elle se trouvait en plein cœur d'un terrain accidenté, à un endroit quasi inaccessible. Certains agrandirent l'image et crurent distinguer un visage flou, une expression fantomatique, comme si la silhouette avait été prise en train de s'avancer ou d'apparaître.
C'est alors qu'un utilisateur évoqua une légende bien connue dans cette région des Appalaches. On raconte depuis des générations que ces forêts, qui abritaient autrefois des colonies perdues et des peuples autochtones, sont hantées par les esprits des disparus. Des marcheurs ont rapporté avoir vu, du coin de l'œil, des ombres les suivre entre les arbres. D'autres ont affirmé avoir entendu des voix chuchoter leur nom, sans jamais voir personne. Mais le plus troublant, c'est que plusieurs internautes affirmèrent avoir vu des silhouettes similaires dans leurs propres photos prises en pleine nature, comme si quelque chose ou quelqu'un errait encore dans ces bois, invisible à l'œil nu mais capturé par l'objectif. Le randonneur, quant à lui, ne retourna jamais sur ce sentier. L'image, quant à elle, continue de circuler, rappelant à ceux qui s'aventurent seuls en forêt que parfois, ils ne sont peut-être pas aussi seuls qu'ils le pensent. Les eaux troubles de la rivière Brisbane, en Australie, ont toujours eu quelque chose d'inquiétant. Large et profonde, elle serpente à travers la ville, bordée par des mangroves épaisses et des zones marécageuses où la lumière du soleil peine à pénétrer. C'est un endroit où l'eau semble masquer des secrets, où l'on raconte que des ombres rôdent sous la surface. En 2010, un groupe de jeunes amis décida de passer l'après-midi à nager près de l'une des berges reculées de la rivière. L'eau était calme, et malgré sa teinte sombre, l'endroit était réputé pour être un lieu de détente apprécié des habitants. Comme beaucoup, ils immortalisèrent leur sortie avec un appareil photo étanche, prenant des clichés d'eux en train de plonger, d'éclabousser, de rire sous le soleil d'été. C'est en rentrant chez eux qu'ils firent une découverte terrifiante. Sur l'un des clichés, pris sous l'eau, un détail glaçant apparut. Juste derrière l'un des nageurs, légèrement flou dans l'obscurité liquide, un visage semblait fixer l'objectif. Il ne ressemblait à aucun des membres du groupe. C'était une figure humanoïde, mais ses traits étaient déformés, presque cadavériques. Les orbites semblaient creuses, la bouche légèrement entr'ouverte, comme si la chose était en train d'observer silencieusement ceux qui nageaient à la surface. Paniqués, les jeunes comparèrent les photos prises ce jour-là. Sur aucune autre image on ne distinguait cette apparition. Intrigués et terrifiés, ils décidèrent de montrer le cliché à des locaux, espérant une explication. Ce qu'ils apprirent ne fit qu'amplifier leur malaise. Depuis des décennies, la rivière Brisbane était associée à des disparitions inexpliquées et à des noyades mystérieuses. Des dizaines de personnes y avaient perdu la vie au fil des ans, parfois dans des conditions étranges. Des plongeurs avaient rapporté des sensations de traction sous l'eau, comme si quelque chose les saisissait par les chevilles pour les tirer vers le fond. Plusieurs légendes locales évoquaient la présence de l'homme de la rivière, un esprit censé hanter les profondeurs, attirant ses victimes vers lui. Certains le décrivaient comme une entité vengeresse, un spectre issu des âmes de ceux qui n'avaient jamais retrouvé la paix après s'être noyés. Les experts qui examinèrent la photo ne purent apporter aucune explication convaincante. Aucune superposition d'images, aucun effet de lumière ne pouvait justifier cette silhouette sous-marine, et la seule certitude était que ceux qui étaient sur cette photo étaient bien là au moment où elle fut prise. Les jeunes décidèrent de ne plus jamais retourner nager dans cette partie de la rivière. Et aujourd'hui encore, quiconque regarde cette photo ressent un frisson. Comme si, dans les profondeurs opaques de la rivière Brisbane, quelque chose continuait d'attendre, invisible à l'œil nu, mais parfaitement capable d'apparaître lorsqu'un objectif s'attarde un peu trop longtemps sur l'eau. Les eaux sombres du Loch Ness, en Écosse, ont toujours été propices aux légendes. Profond, froid et mystérieux, ce lac s'étend sur plus de 37 km, et ses abysses insondables alimentent des rumeurs depuis des siècles. On raconte que quelque chose s'y cache, un être venu d'un autre temps, tapi sous la surface, évitant le regard des hommes. L'un des clichés les plus célèbres de l'histoire du paranormal fut pris en 1934 par le colonel Robert Kenneth Wilson, un médecin londonien en voyage dans les Highlands. Alors qu'il se trouvait près des rives du Loch, il aperçut soudain un mouvement étrange sur l'eau. D'un geste rapide, il saisit son appareil photo et captura une image. Ce que montra le développement du cliché fut saisissant, une silhouette sombre, avec un long cou sinueux et une tête qui émergeait doucement des flots.
La photo fit immédiatement la une des journaux et devint l'une des preuves les plus emblématiques de l'existence de Nessie, le monstre du Loch Ness. Les scientifiques et les cryptozoologues s'y intéressèrent de près. Certains affirmèrent qu'il pouvait s'agir d'un plésiosaure, un reptile marin préhistorique qui aurait survécu à l'extinction des dinosaures. D'autres avancèrent des explications plus rationnelles, un tronc d'arbre flottant, un oiseau en vol dont l'ombre aurait créé une illusion, ou même une loutre prenant une posture inhabituelle. Mais la photo résistait aux analyses. L'image semblait trop nette, trop précise pour être un simple effet d'optique. Pendant plusieurs décennies, elle resta la preuve ultime de l'existence d'un être inconnu vivant sous les eaux glacées du Loch Ness. Pourtant, en 1994, l'affaire prit un tournant inattendu. Un homme du nom de Christian Skurling, alors âgé de 90 ans, fit une révélation surprenante sur son lit de mort. Il avoua être l'auteur d'un canular minutieusement préparé, orchestré avec l'aide de son beau-père, Marmaduke Wettrell, un chasseur de monstres obsédé par Nessie. Ils avaient, selon lui, construit un modèle en bois et en fil de fer, monté sur un sous-marin jouet, qu'ils avaient ensuite placé dans le loch pour prendre la photo parfaite. La célèbre image, qui avait fasciné le monde entier, n'était donc qu'une supercherie. Mais même après cette confession, le mystère du Loch Ness ne s'éteignit pas. Des témoins continuèrent à rapporter des observations, des sonars détectèrent d'étranges formes mouvantes sous l'eau, et plusieurs vidéos filmèrent des silhouettes sombres glissant sous la surface. Si la photo de 1934 était un canular, alors qu'étaient ces autres apparitions? Était-il possible qu'un véritable monstre se cache encore dans les profondeurs du Loch Ness, observant les hommes depuis l'ombre liquide, attendant son heure pour refaire surface? Aujourd'hui encore, les eaux du lac restent insondables, et personne ne peut affirmer avec certitude ce qui s'y cache vraiment. L'océan est un monde à part, un territoire de solitude et de silence, où la frontière entre le réel et l'inexplicable semble plus mince. En 1924, l'équipage du SS Watertown, un cargo pétrolier américain, fut témoin d'un événement qui hante encore les annales maritimes. Le navire quittait le canal de Panama, faisant route vers New York avec une cargaison précieuse et une équipe de marins aguerris. À son bord, parmi les hommes affectés aux tâches d'entretien, se trouvaient James Courtney et Michael Meehan, deux travailleurs chargés du nettoyage des réservoirs de pétrole. Un jour, alors qu'ils effectuaient leur routine dans la cale du navire, une épaisse fumée toxique s'échappa soudainement d'un conduit mal ventilé. Les deux hommes furent piégés, suffoquant en quelques minutes avant que quiconque ne puisse intervenir. Lorsque leurs corps furent retrouvés, il était déjà trop tard. Ils avaient été asphyxiés, pris au piège dans l'air irrespirable d'un compartiment métallique clos. Conformément aux traditions maritimes, leur enterrement eut lieu en pleine mer. Après une courte cérémonie, les corps enveloppés dans des sacs lestés furent jetés par-dessus bord, disparaissant dans les profondeurs du Pacifique. L'équipage, bien que secoué, reprit rapidement sa routine. Après tout, la mer n'était pas étrangère à la mort, et ceux qui y naviguaient savaient qu'elle prenait parfois ce qu'elle voulait. Mais à partir de ce jour, le SS Watertown ne fut plus jamais le même. Le lendemain de la cérémonie funéraire, à la tombée de la nuit, un marin posté sur le pont aperçut quelque chose de troublant à la surface de l'eau. Il plissa les yeux, croyant d'abord à une illusion due au reflet de la lune sur les vagues. Mais lorsqu'il fixa son regard sur l'endroit exact, il sentit son sang se glacer. Deux visages flottaient à la surface. Ils étaient là, bien nets, juste sous le niveau de l'eau, immobiles malgré les remous provoqués par la progression du navire. Deux silhouettes fantomatiques, aux traits reconnaissables, qui semblaient fixer le bateau avec une intensité glaçante. Le marin connaissait ces visages. C'étaient ceux de James Courtney et Michael Meehan. Il cria, alertant d'autres membres de l'équipage qui se précipitèrent à son appel. Plusieurs d'entre eux, dont des officiers, purent observer les mêmes spectres glissant aux côtés du navire avant de disparaître dans le tumulte des vagues. Le phénomène se répéta au cours des jours suivants. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait, les visages des deux marins morts réapparaissaient dans l'écume, comme s'ils continuaient à suivre le navire,
leur regard fixe trahissant une présence qui refusait de quitter les lieux. Face à la multiplication des témoignages, le capitaine du SS Watertown prit une décision inhabituelle. Pour prouver aux sceptiques que l'équipage n'était pas victime d'une hallucination collective, il confia un appareil photo à un officier et lui ordonna de capturer l'image des apparitions. Le marin obéit, ajustant son objectif et prenant plusieurs clichés au moment où les visages refaisaient leur apparition. Une fois le navire arrivé à New York, les pellicules furent confiées à une agence spécialisée. Lorsqu'elles furent développées, une image se détacha du lot. Les visages étaient bien là. Deux silhouettes spectrales, parfaitement visibles dans l'eau, regardaient droit vers l'objectif. Aucun montage ne fut détecté, aucune altération de la pellicule ne put être prouvée. Kodak, la grande entreprise de photographie de l'époque, analysa le cliché et certifia son authenticité, sans pouvoir expliquer comment une telle image était possible. Malgré cela, le capitaine, troublé par les événements, ordonna une purification du navire. Un prêtre fut appelé pour bénir le pont et apaiser les âmes de ceux qui, semble-t-il, n'avaient pas trouvé le repos. Après cette cérémonie, les apparitions cessèrent. Mais l'image, elle, resta. Une photo prise en haute mer, qui montrait clairement ce qui, selon toute logique, ne pouvait pas exister. Certains marins du SS Watertown quittèrent leur poste après cet incident, refusant de remettre les pieds sur un navire hanté. D'autres affirmèrent que, malgré les bénédictions, il arrivait encore que des ombres apparaissent sous la surface lors des nuits sans lune. Les années passèrent, mais le cliché demeura l'un des témoignages les plus troublants du paranormal maritime. Et quiconque ose fixer cette photo longtemps sent une étrange impression s'emparer de lui. Comme si, quelque part, deux regards veillaient toujours sur ce monde, depuis les abysses silencieuses de l'océan. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.